Donc Nabila, on la connaît bien, vous savez, au milieu de la recherche, on se connaît tous un petit peu, hein. Particulièrement Nabila. Donc je suis très ravi d'accueillir Nabila, même s'il n'est pas du laboratoire. Donc elle a fait ses études à Alger, elle est venue en France pour faire son M2 puis sa thèse donc à l'Institut d'astrophysique spatiale, sous la direction de Jean-Loup Puget, déjà pour parler d'une chose qui allait devenir Planck. C'était dans une version préliminaire, mais c'était aussi de la physique donc liée à ce satellite dont elle va parler plus en détail. Et donc, après un petit séjour aux États-Unis, un petit postdoc, c'est ça, et elle est définitivement préférée l'IAS à tout autre institut, puisqu'elle y travaille depuis ce moment-là. Et donc, je vais lui passer la parole, puisque maintenant c'est à toi de jouer. Merci. Ça y est, ça marche? Oui, ça marche. Alors d'abord, je vais essayer de voir si ça fonctionne mieux qu'avec un Mac. Et j'en suis sûre. Oups. Et donc, verdict. Donc merci aux organisateurs de m'avoir donné cet honneur en fait de venir parler devant vous, parler de physique, parler en fait de cosmologie et d'astrophysique devant un auditoire jeune, très jeune, donc c'est super, féminin aussi, donc c'est encore mieux, et j'espère enthousiaste sur les aspects de physique, sur les aspects de cosmologie, sur les aspects d'astrophysique. J'espère que je vais réussir à pas trop vous perdre, et justement je compte sur vous pour que vous posiez des questions. J'imagine qu'il y a une latitude sur l'interactivité de la présentation, donc si vous avez des questions urgentes, pressantes, qui vous bloquent complètement, n'hésitez pas à les poser. Il y a mon collègue Francis qui est là aussi et qui pourra éventuellement compléter mes réponses si nécessaire. Et si vous avez des questions différentes ou que vous voulez adresser ou aborder à la fin de la conférence, n'hésitez pas à le faire aussi. Donc, je travaille à l'Institut d'astrophysique spatiale et non de Paris. C'est un institut qui fait de l'astrophysique et qui en fait construit des instruments spatiaux, entre autres, et qui les envoie dans des satellites, à bord de satellites, pour faire aussi bien de l'exploration de planètes extrasolaires, d'exploration de planètes du système solaire que de la cosmologie. Et en fait, c'est assez amusant parce que la prochaine conférence grand public sera donnée par Jean-Pierre Bibring, un de mes collègues de l'Institut d'astrophysique spatiale. Donc il y a une grande et longue tradition de travail commun et d'interaction entre nos deux laboratoires, qui sont en fait les deux principaux laboratoires français ayant participé à l'aventure Planck. Alors mon titre était « La nouvelle vision de Planck de notre univers » et en fait c'était un titre et une date que j'avais choisi initialement en pensant que Planck aurait livré ses données et ses résultats, les résultats obtenus après 29 mois d'observation à cette date-là. Malheureusement, ça n'est pas complètement le cas. On a eu quelques petits retards dans quelques petites complications à gérer. Et aujourd'hui, en fait, nous n'avons pas encore livré les résultats ni les données correspondant à l'analyse totale de toutes les données du satellite Planck, les 29 mois d'observation. Et il y a un embargo. Nous ne pouvons pas communiquer les résultats les plus excitants, les plus chauds. Néanmoins, je vais vous montrer quelques résultats préliminaires. Et je pourrais vous parler d'autres résultats éventuellement en privé. J'espère aussi, en fait, par cette présentation, vous donner finalement une grille de lecture, parce que les prochains résultats de Planck vont être annoncés au public, annoncés à la communauté scientifique dans environ une semaine. Et donc, j'espère qu'avec ma présentation, mon séminaire, vous allez pouvoir avoir une grille de lecture un peu plus fine sur les résultats qui vont être publiés. Le satellite Planck, donc pour l'instant, je vais vous en donner une vision telle qu'elle était en 2013 avec quelques ajustements. Et ce sont des résultats qui ont été obtenus par l'analyse d'une partie, pratiquement la moitié des observations, 15 mois, et qui ont fait énormément de bruit dans la presse générale, aussi bien en France qu'à l'étranger. C'était des résultats qui avaient été livrés après une vingtaine d'années d'efforts et une vingtaine d'années de travail sur ce projet, qui annonçait en fait une révision du concept, pas du concept, mais en fait de la vision cosmologique qu'on a de l'univers à travers ces nouvelles données. Et pourquoi autant
d'intérêt pour la cosmologie, pour le satellite Planck, pour ces résultats. En fait, parce que le satellite Planck s'intéresse à une question assez fondamentale qui est l'origine de l'univers et son évolution, l'origine des structures cosmiques les plus grandes, les galaxies, les amas de galaxies et leur évolution dans le temps. Et cette histoire, cette thématique est une thématique qui est en fait vraiment comme un conte de fées pour la science. C'est l'archétype parfait de la recherche scientifique avec, étalé sur 100 ans, des révolutions conceptuelles, des révolutions théoriques, des découvertes inattendues, donc du suspense, des interprétations, des confirmations, des collaborations, des compétitions, le monde de la recherche en marche, avec vraiment quelque chose qui part de la théorie, des prédictions, des observations et des confirmations. Donc c'est vraiment pas fait exprès, mais c'est vraiment un exemple parfait de la démarche scientifique. Ça va être assez compliqué de résumer 20 ans de résultats Planck et 100 ans de cosmologie, mais je vais essayer de le faire. Et en vous donnant quand même un contexte historique de la cosmologie. Donc je vous ai dit, c'est une science, c'est un thème scientifique de l'astrophysique qui traite de l'infiniment grand, qui traite de l'univers dans son entier. Là, on ne s'intéresse pas à une galaxie, un amas, une étoile, mais plutôt à l'évolution de l'univers dans son entier. Tous ses composants, toute son histoire, comment ça a commencé, comment ça a évolué, pourquoi c'est comme ça, pourquoi c'est pas différent, pourquoi les objets se sont structurés en galaxies, en amas et ainsi de suite. Et cette thématique a vraiment pris naissance essentiellement au XXe siècle avec la découverte des premières galaxies qui indiquait que la taille de l'univers n'était pas finie, comme c'était la vision à cette époque-là, mais plutôt laissait entendre que l'univers pouvait être infini. Ça a été suivi par l'observation de l'expansion de l'univers, à savoir l'observation de l'éloignement des galaxies les unes des autres, l'expérience de Hubble, observée avec une petite dizaine de galaxies, qui a été reproduite en montrant cette loi de régression, une loi de régression affine, parfaite, reliant la distance au temps avec une vitesse, un taux d'expansion qui est ce qu'on appelle le paramètre de Hubble. L'expansion étant vue ici, non pas comme un déplacement, mais vraiment comme une expansion d'une maille, les mailles de l'espace-temps qui s'étendent et ces mailles supportant les galaxies, en s'étendant, éloignent les galaxies les unes des autres. Avec ces deux observations et la révolution théorique qui consistait qui était en fait la relativité générale et qui consistait à relier le contenu en matière, le contenu en énergie et l'espace, à savoir la matière affectant l'espace, la matière courbant l'espace, la matière affectant la métrique, donc la maille qui sous-tend les objets cosmiques. L'ensemble de ces trois révolutions a abouti à un paradigme, un modèle, un scénario de Big Bang, un scénario selon lequel la première information qu'on en retire est que l'univers est possiblement infini, qu'il évolue, ça veut dire qu'il a un passé, ça veut dire qu'il a une logique, des règles dans son évolution. Et cette idée d'un univers en évolution est vraiment au centre de la cosmologie d'aujourd'hui. Avec ces deux concepts, le concept de l'expansion et le concept de la quantité de matière qui affecte l'espace-temps, mis ensemble, les théoriciens des années 20-30 avaient déjà dans l'idée de se dire si l'univers s'expand et si on remonte la flèche du temps en arrière, ça veut dire que l'univers à un moment était très dense, très petit, et donc dans un état physique très chaud, avec une très forte pression. Et donc, à cette époque-là, les particules qui formaient l'univers devaient être en équilibre thermique, c'est-à-dire que la pression, l'énergie cinétique ou l'énergie d'interaction était tellement grande qu'en fait, ces particules avaient le même état thermique. Et de ce passé lointain, de cet équilibre thermique des particules, l'énergie, les photons, doit rester une trace qui est un rayonnement, puisque
une énergie peut se traduire en un rayonnement. Ce rayonnement est ce qu'on appelle le rayonnement fossile, c'est le rayonnement à 3 degrés Kelvin, c'est cette espèce de bain de photons dans lequel l'univers observable est, et qui, avec l'expansion et le refroidissement, est observé aujourd'hui à 3 degrés Kelvin. Donc ce rayonnement fossile est réellement la relique des temps passés. Et il a une signature, ou en tout cas dans cette idée d'un univers très dense, très chaud, en équilibre thermodynamique, ce rayonnement devait avoir un spectre de corps noir. Alors ce qui est très joli dans tout ça, c'est que l'existence de ce rayonnement dans toutes les directions a été prédit par Gamow et ses collaborateurs à la fin des années 40, avec une température de l'ordre de 10 Kelvin. Ça a été découvert par hasard par 2 ingénieurs de Bell Telecom qui mettaient au point des détecteurs et des instruments pour les télécoms. Ça a été interprété par leurs voisins d'à côté. Ils étaient à côté du laboratoire de MIT, avec des astrophysiciens, des cosmologistes et des physiciens qui, eux, à côté, dans leur labo, essayaient de construire une expérience avec un télescope pour mesurer le rayonnement fossile, pour essayer de réfuter ou de confirmer cette prédiction qui avait été faite à la fin des années 40. Et donc, ils ont discuté ensemble et il y a eu une interprétation de cette mesure. Cette interprétation a tenu assez longtemps. Toutes les équipes du monde de cette époque-là ont essayé de mesurer à différentes longueurs d'onde, ont réussi à confirmer avec des nuages de points, qu'il y avait des grandes barres d'erreur, donc avec une force de conviction un peu faible. Mais la mesure du rayonnement fossile et surtout la mesure du spectre de corps noirs qui a été faite dans les années 1992 par le satellite américain COBE, a confirmé sans ambiguïté l'existence de ce rayonnement fossile, de son caractère de corps noir, et donc, par là même, la confirmation d'une prédiction, d'une théorie, d'un scénario, qui a donné donc le cadre à la cosmologie standard d'aujourd'hui. Donc c'est un sens où je dis c'est vraiment un conte de fées. Après, il y a des méchants aussi, dans les contes de fées. Alors, au final, qu'est-ce que le rayonnement fossile, en fait ? Ce sont des photons. Ce sont des photons qui baignent l'univers, et ces photons ne sont pas... Alors les photons, bien entendu, quand on est dans un univers neutre, avec de la matière neutre, ça n'interagit pas. Par contre, on se rappelle, l'univers était dense, chaud. S'il était chaud, c'est qu'il était ionisé, il était sous forme de plasma, avec essentiellement des électrons et des protons. Et donc les photons, dans cette phase ionisée, dans ce milieu ionisé, interagissent. Ils interagissent par effet Thomson ou par effet Compton. Et en interagissant, ils échangent de l'énergie avec les électrons et les protons, et ils changent aussi de direction. Ils rebondissent. Et ils rebondissent en fonction, d'autant plus qu'il y a d'électrons, d'autant plus que leur libre parcours moyen est petit, donc d'autant plus que la matière ionisée est sous une forme dense. On sait aussi que l'expansion, c'est ce qui sous-tend en fait l'évolution de l'univers. Cette expansion va avoir tendance d'une part à diluer et d'autre part à refroidir la matière, donc à favoriser la combinaison des électrons et des protons pour former des atomes d'hydrogène. Donc avec l'action couplée de l'expansion, du refroidissement et de la création, entre guillemets, de l'hydrogène atomique, la densité d'électrons et de matière ionisée va diminuer drastiquement. Les photons vont avoir des interactions de plus en plus rares, un libre parcours moyen de plus en plus grand, c'est ce qu'on voit ici, par comparaison à leur libre parcours moyen là. Et à un moment, ils vont ne plus ressentir du tout l'effet de la matière ionisée, parce qu'il n'y en aura pas assez ou pas du tout, et les photons vont pouvoir traverser l'univers librement. Ce moment-là s'appelle le découplage entre matière et rayonnement. Ça s'appelle aussi la recombinaison, parce qu'il y a combinaison des électrons et des protons pour former les atomes d'hydrogène. Et c'est ce moment-là qui est observé
en cosmologie qui est observé par Planck, parce que c'est le seul moment où les photons sortent et on peut les voir. Avant, tout est opaque. C'est comme si vous étiez dans une forêt et que si vous étiez au milieu de la forêt, et ben ce que vous voyez, c'est essentiellement du sombre et des arbres. Et en arrivant, en vous rapprochant de la lisière de la forêt, vous commencez à voir la lumière. Bon, là, c'est un peu, il faut voir un peu à l'envers. C'est la lumière qui suit ce chemin et vous sortez. Et donc, l'opacité devient assez petite pour qu'on puisse détecter des photons. What the heck? Ce processus qui correspond au découplage, c'est-à-dire à la fin des interactions des photons avec les électrons, c'est un processus qu'on décrit dans la cosmologie. C'est ce découplage, cette recombinaison dont je parlais, mais en fait c'est un processus qui existe beaucoup plus près de nous, qui existe dans le Soleil, parce que dans le Soleil, on a des photons, on a des protons, des électrons, enfin on a un réacteur thermonucléaire, des photons coincés dedans. Et ces photons, les photons qu'on reçoit, nous, du Soleil, ne correspondent qu'à la surface, la photosphère, ce qu'on appelle la photosphère, le moment où les photons ont fini d'interagir, ont eu leur dernière diffusion avec les électrons et les protons à l'intérieur du Soleil. Et c'est exactement la même physique, les mêmes conditions physiques. Ça arrive environ quand la température est de l'ordre de 4000 degrés Kelvin. Et la physique qui crée cette photosphère de la surface du Soleil est exactement la même que la physique qui crée la photosphère de l'univers, à savoir la surface de dernière diffusion ou le découplage. Et c'est en fait un peu le même genre d'analyse qu'on fait à chaque fois quand les gens observent le Soleil pour regarder les pulsations du Soleil à travers l'observation de la photosphère. Ce qu'on va essayer de voir, nous, c'est les pulsations de l'univers, sauf que l'univers est pas... ne couvre pas une sphère, mais est essentiellement à l'intérieur. Nous sommes à l'intérieur de la sphère cosmique, et ce sont ces pulsations qu'on va essayer de mesurer. Ces photons, donc les photons qui s'échappent de leurs interactions, sont très intéressants parce qu'ils permettent de retracer l'histoire de l'univers à travers les échelles spatiales, depuis les plus petites jusqu'à les plus grandes, et à travers les échelles temporelles. En effet, ils sont créés au tout début de l'univers, quand les particules se forment, ils sont libérés au découplage et ils traversent l'univers en interagissant avec la matière, avec les galaxies, les amas de galaxies, avec la matière noire, et on les reçoit aujourd'hui avec nos télescopes spatiaux ou au sol. Et c'est parce que ce sont vraiment une sonde qui permet d'aller le plus loin possible dans l'histoire de l'univers que l'étude du rayonnement fossile a été aussi florissante d'un point de vue des données. En effet, il y a eu de très nombreux ballons stratosphériques qui ont été construits, 3 générations de satellites, des ballons stratosphériques comme le ballon Archéops, qui est un ballon français, qui a été construit par le CNES, l'Agence spatiale française, des satellites comme Kobe, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a confirmé sans ambiguïté l'existence d'un rayonnement fossile avec un spectre d'émission de corps noirs, le satellite WMAP, qui a été son successeur, et bien entendu le satellite Planck, qui a été sélectionné et conçu pour effectuer la mesure ultime du rayonnement fossile, avec une technologie de pointe sur tout le ciel, pour s'affranchir s'affranchir en fait le plus des limitations astrophysiques et instrumentales qui entachaient les autres expériences. Et ces 3 générations de satellites sont illustrées ici avec leur degré de résolution. Vous voyez ici la résolution, c'est-à-dire la finesse avec laquelle on voit les détails dans l'image prise par Planck, comparé à la finesse de ces mêmes structures dans le cadre du satellite de deuxième génération WMAP de la NASA et la toute première génération Kobe, qui n'observait que des zones immenses du ciel, des zones aussi grandes que quelques degrés. Et pour vous faire vous donner un ordre de grandeur, la pleine lune sur le ciel, c'est 1 demi-degré. Donc plusieurs degrés sur le ciel, c'est plusieurs fois la Lune, la résolution de Planck, donc la résolution en termes de taille angulaire sur le ciel de Planck, correspondant, elle, à 1/6 de la taille de la pleine Lune.
Et donc le satellite Planck, c'est un satellite qui a à son bord deux instruments. Le projet de satellite a été proposé il y a vraiment 20 ans, en 1993. Et en 1996, l'Agence spatiale européenne, l'ESA, a sélectionné les deux instruments qui voulaient faire cette étude. L'instrument qui s'appelait à cette époque-là COBRAS et qui s'est transformé en l'instrument LFI, Low Frequency Instrument, et SAMBA, qui s'est transformé en High Frequency Instrument. Deux instruments pour un même objectif, deux instruments complémentaires qui ont été embarqués sur le satellite Planck et dont on voit ici, par réflexion sur le miroir primaire, donc le miroir primaire est dirigé vers le ciel, il capte les photons, il les renvoie vers un miroir secondaire et ils sont redirigés vers des cornets, en fait. Et ce sont ces cornets qui font transiter la lumière vers les détecteurs observant le rayonnement fossile. Deux instruments dont en particulier l'instrument HFI, alors je dis en particulier parce que c'est l'instrument français, mais c'est aussi vraiment le meilleur, et ce n'est pas juste parce qu'il est français qu'il est le meilleur. Un instrument complexe qui a été conçu avec une technologie de pointe, une technologie unique, qui était en fait un très grand défi. Ce défi était de faire voler dans l'espace des détecteurs qu'on appelle des bolomètres, qui mesurent l'énergie totale des photons et qui, pour fonctionner de manière nominale, doivent être refroidis à des températures très très basses, 100 millikelvin, avec un système cryogénique, donc en fait un gros frigo très complexe et qui a très bien marché. Ça a été donc un succès technologique, ça a été aussi un succès de la mission dans son ensemble. Il était prévu que le satellite Planck observe le ciel pendant 15 mois, c'est-à-dire fasse 2 relevés complets du ciel, cartographie le ciel 2 fois. En fait, il a observé 29 mois en faisant pratiquement 5 relevés du ciel. Il y a eu des développements techno dans les différents laboratoires et les facilités de l'Agence spatiale européenne, entre autres, pour les caractérisations. Un satellite doit répondre à certaines conditions de spatialisation. On pourra en discuter éventuellement plus tard si vous voulez. Et ce satellite, ainsi que l'observatoire dans l'infrarouge Herschel, ont été lancés tous deux en 2009, et ça a été un immense succès pour l'Europe parce que ce sont 2 satellites européens qui en fait ont engrangé une moisson de données incroyable. Le satellite donc Planck a observé pendant 29 mois, et ce qui est épatant, ça a été la stabilité thermique. Donc le défi était vraiment d'observer avec des détecteurs très sensibles. Ces détecteurs étant tellement sensibles que n'importe quelle variation thermique se traduit par des variations dans le signal. Et donc, ce que vous voyez ici, ce grand bump là, se ramène à une variation à la 4e décimale de la température, une précision vraiment qui n'a jamais été atteinte. Et en fait, c'est cette stabilité thermique qui a permis, entre autres, d'observer beaucoup plus longtemps le ciel. L'analyse des données a été très complexe. Quelques chiffres ici. 1 cercle par minute, 200 mesures du ciel par seconde et par détecteur pendant 29 mois. 1000 milliards d'échantillons, 50 gigaoctets de données brutes par détecteur, 52 détecteurs, 2500 cartes, 50 millions de pixels à chaque fois pour toutes les fréquences. Beaucoup de choses, et dont énormément a été fait justement ici, à l'IAP, ainsi qu'à dans d'autres laboratoires. Le satellite Planck a été conçu donc pour essayer de s'affranchir en même temps des aspects instrumentaux, du bruit de la mesure, mais aussi du bruit du ciel, parce que quand on observe le ciel, on est pollué par les autres émissions. Et pour s'affranchir des pollutions astrophysiques, la stratégie a été d'opter pour l'observation dans 9 bandes en fréquence, chacune choisie parce qu'elle caractérisait spécifiquement une émission. Donc, aux basses fréquences, ça caractérise essentiellement les émissions synchrotrons,
les émissions radio des galaxies et du ciel. Aux hautes fréquences, ça caractérise essentiellement l'émission infrarouge, une émission qui est en fait le recyclage de la lumière des étoiles par la poussière dans la galaxie. Les étoiles émettent de la lumière, il y a des poussières dans la galaxie, ces poussières absorbent la lumière et la réémettent dans l'infrarouge. Et comme notre galaxie est pleine de poussière, en fait, ce qui domine, c'est essentiellement la galaxie. C'est ce qu'on voit ici. Le plus fort signal est celui de la galaxie. Le signal du rayonnement fossile, lui, étant minimal. Ça se traduit par ce type de cartes. Ce sont des cartes tout le ciel. Ça correspond en fait à une représentation d'une map monde. C'est une sphère, la Terre, quand on la représente on peut la représenter en carte carrée, on la représente en map monde. Là, c'est la même chose, sauf qu'encore une fois, ce qu'on voit, c'est le déroulé de l'intérieur de la sphère cosmique, avec cette barre qui correspond en fait au centre galactique, donc c'est notre galaxie, l'émission que vous voyez ici, et à l'extérieur, l'émission qui est loin de notre galaxie. Et ce qu'on voit, de la même manière que j'en parlais avec les graphes, c'est aux hautes fréquences une émission dominante, c'est très foncé, c'est rouge, un peu partout, parce qu'en fait il y a de la poussière galactique partout et c'est l'émission infrarouge. On voit ici une émission radio qui est quand même assez étendue, c'est l'émission radio de notre galaxie. Et ce qu'on voit, c'est que les zones les plus propres, c'est-à-dire les moins affectées par la galaxie au centre, sont les zones entre 70, 100 et 143. Ce sont les fréquences de prédilection pour l'étude du rayonnement fossile. Mais pour faire des analyses vraiment détaillées, on ne peut pas simplement dire je prends une fréquence, je choisis et ça va. Ce dont on a besoin, c'est de nettoyer, d'enlever toute cette pollution lumineuse astrophysique. Et pour ce faire, on combine toutes les fréquences avec des algorithmes adaptés et on soustrait ces émissions pour obtenir une carte du rayonnement fossile. C'est la carte du rayonnement fossile qui a été obtenue en 2013 avec un zoom sur une zone du ciel, et celle-ci est celle qui a été obtenue récemment, donc qui va être livrée, où on voit l'amélioration. Alors on voit en fait que la granularité est beaucoup plus faible dans 2014 parce que le niveau de bruit est plus bas. Vous voyez, le niveau de bruit est plus bas et donc le niveau de signal est plus haut. Le rayonnement fossile, on l'a dit au début, c'est avant tout un rayonnement qui a une température donnée et un spectre d'émission. La température qui est mesurée est de l'ordre de 2,73 Kelvin et en fait la prédiction de Gamow est un rayonnement isotrope à une température 2. Et en réalité, le rayonnement fossile, quand on le mesure, ça ne correspond qu'à un monopôle de température moyenne, la température du corps noir. Si on soustrait ce monopôle, on se retrouve avec un terme dipolaire qui correspond au mouvement du système solaire par rapport au Soleil et qui fait que dans certaines régions, on a l'impression d'être plus chaud, on se rapproche, et dans d'autres, en fonction de la direction, ça fait un effet de chaud-froid. En soustrayant le dipôle, ce n'est qu'en soustrayant le moment dipolaire qu'on arrive à cette distribution de variations de température. Donc tous les points bleus et rouges correspondent à des variations de température. Alors ce qui est évident, c'est qu'on voit des variations de température à toutes les échelles, depuis les plus petites jusqu'aux plus grandes, qui correspondent en fait à des variations de la température à grande échelle, les zones froides correspondant à des zones surdenses, les zones chaudes correspondant à des zones sous-denses. Ces inhomogénéités de la température sont directement reliées aux fluctuations quantiques, aux perturbations qui vont donner lieu aux structures, en fait, aux amas de galaxies et aux galaxies. Et ce sont
Et ce sont ces perturbations, c'est ce lien entre la mesure de la température et son origine quantique qui fait l'intérêt de l'étude du rayonnement fossile, parce que c'est un lien direct entre ce qu'on voit quand l'univers était âgé de l'ordre de 380 000 ans et son origine quand il était âgé de l'ordre de 10-37 à 10-32 secondes. Ces perturbations de densité, ça correspond en fait à des zones où il y a un peu plus de matière ou un peu moins de matière. Et ces perturbations de densité ont donc de la matière, mais aussi des photons. On est à une époque où, comme je le disais, les photons interagissent énormément avec les électrons et les protons, ils sont couplés. Et ce couplage fait que ce qui va arriver aux photons va aussi affecter, ce qui va arriver à la matière va aussi affecter les photons, et inversement, les photons vont affecter la matière. Je m'explique. Vous avez donc une perturbation de densité à l'intérieur de laquelle la matière va tomber, mais la matière tombe et accrochée à elle, il y a des photons. Ces photons, eux, ont tendance à vouloir aller à n'importe quel endroit, vont induire une pression de radiation, et cette pression de radiation va en fait aller à l'encontre de l'effondrement gravitationnel. Et on va se retrouver dans un système d'oscillation entre la matière qui essaye de comprimer et les photons qui essayent de pousser. Et ce système d'oscillation, qui est lié au fait que la gravitation est contrecarrée par la pression de radiation, va donner des oscillations, des phases contractées, des phases dilatées, et donc des variations de la température périodique du fond diffus cosmologique. Ce sont ces variations périodiques qu'on appelle des oscillations acoustiques ou des pics acoustiques, si vous en avez déjà entendu parler. Ce processus de la matière qui tombe, des photons qui contrecarrent, et qui en fait restent figés dans le temps, figés dans le rayonnement fossile, au moment où les photons disparaissent. À ce moment-là, toutes ces variations périodiques restent figées, parce que les photons partant, il ne reste plus qu'une image, l'image de ces oscillations. Du coup, il y a beaucoup d'informations dans cette carte, parce que l'information grande échelle est liée essentiellement aux perturbations primordiales. L'information à des échelles plus petites est essentiellement liée à la compétition entre les photons et la matière, et bien entendu, s'il y a plus de matière, s'il y a moins, si la matière interagit plus ou moins avec les photons, ça va changer beaucoup de choses dans cette image. Mais analyser une image pour faire de la science, j'ai regardé les petits points bleus et les petits points rouges, ça ne suffit pas. Il faut passer par une analyse quantitative. Et passer par une analyse quantitative, je suis sûre que ça vous dit quelque chose. Si on fait le parallèle avec l'analyse des ondes, c'est essayer de trouver dans ce signal noir qui est fait de signaux superposés avec des fréquences ou des longueurs d'onde différentes, grande longueur d'onde, moyenne longueur d'onde et plus courte longueur d'onde, qu'est-ce qui est les modes, quels sont les modes de ce signal? On utilise la transformée de Fourier pour une analyse des ondes, ça nous donne les différents modes, et donc on sait qu'il y a des modes grande longueur d'onde, des modes courte longueur d'onde. Sur la sphère, on peut faire la même chose, c'est une analyse 3D, on appelle ça l'outil, en fait, un des outils utilisés, c'est la décomposition ou l'analyse en harmonique sphérique. Et l'analyse en harmonique sphérique fait la même chose que la transformée de Fourier sur la sphère. Elle va décomposer ce signal en ses différents modes, c'est-à-dire en ses différentes échelles, depuis les plus gros, monopolaires, dipolaires, quadrupolaires, jusqu'au plus grand des modes, c'est-à-dire aux plus petites des échelles angulaires. Et quand on a fait une décomposition en mode de Fourier ou en mode en harmonique sphérique, pour faire une analyse encore plus quantitative au sens de la compression de l'information, au lieu de regarder mode par mode, on fait un spectre de puissance. Et un spectre de puissance en harmonique sphérique du rayonnement fossile, ça ressemble à ça.
avec ici les multipôles qui correspondent finalement au mode Fourier. Les plus grandes échelles angulaires, on le voit ici, 90 degrés sur le ciel. Les plus petites échelles angulaires ici, les plus grands modes, correspondant à 5 arcs minutes. Et les différents points, les différents pics acoustiques qu'on voit directement sur le spectre de puissance. Alors ce qu'on voit, c'est qu'en fait, l'image est dominée par une contribution qui est la contribution, si je reviens en arrière, la contribution des patterns, enfin des motifs de l'ordre de 1 degré sur le ciel. Et on le revoit joliment ici, avec une succession de tailles et les plus petites échelles étant les plus rares. Alors ce qu'il y a de super joli, c'est qu'en fait, ces points de mesure, ce sont les points de mesure de Planck, j'aurais dû le dire, les points de mesure de Planck mesurés avec 15 mois d'observation, permettant donc de voir 7 pics acoustiques. Leurs barres d'erreur sont diaboliquement petites, et posés dessus, simplement posés, le modèle standard, entre guillemets, qui marche quasiment parfaitement. Aujourd'hui, avec les données 15 mois, j'aurais dû dire que c'est préliminaire, mais c'est préliminaire, avec les observations de 29 mois, on étend le spectre de puissance à 19 pics acoustiques et on mesure d'autres types de signaux, notamment le signal en polarisation du rayonnement fossile. Donc, on a une carte, on la décompose, on en fait son spectre de puissance, on compare à la mesure et la mesure du spectre de puissance va nous donner des informations sur le modèle cosmologique. Pourquoi ? Parce que la hauteur des pics, en absolu, leur hauteur relative, leur position absolue, leur position relative aux autres, toutes ces positions, toutes ces caractéristiques du spectre de puissance, toutes ces caractéristiques des motifs de variation de température encodent le contenu de l'univers. Ça encode au sens où ça dépend de la quantité de matière ordinaire, la quantité de matière noire, la quantité de neutrinos, l'âge de l'univers, son taux d'expansion. Tout ça va influencer cette image. Et c'est donc en regardant en détail comment ce spectre se compare à des familles de modèles qu'on détermine l'ensemble des paramètres cosmologiques. Là, je ne vous demande absolument pas de regarder, mais c'est pour vous donner simplement l'idée de la richesse des informations qu'on peut avoir, parce que les données sont tellement bonnes qu'on peut aller jusqu'à un degré de modèle, enfin en tout cas de modèle, de paramétrisation de modèles très détaillé. Alors, notamment, et juste si, pour éclairer un peu ce type de résultats, quelques-unes des grandeurs principales qu'on peut déterminer, la quantité de matière ordinaire, la quantité de matière noire, la variation d'échelle de la granularité, plutôt que granulosité peut-être, de l'image en fait, de l'image du rayonnement fossile, et au final, une recette cosmique permettant de doser quelle est finalement, si on en croit les observations du rayonnement fossile, la quantité d'énergie noire, de matière noire et de matière ordinaire qui constitue l'univers aujourd'hui par rapport à ce qu'on savait avant Planck. Mais au-delà des paramètres, donc je disais, on paramétrise un modèle, c'est-à-dire qu'on se dit, ok, un modèle simple a l'air de coller, maintenant allons dans le détail des paramètres du modèle et déterminons l'ensemble des contraintes en termes de ces paramètres. C'est ce qu'on appelle les paramètres cosmologiques. On peut se poser la question plus amont qui est de dire, ok, certes c'est bien, mais finalement est-ce qu'on ne s'est pas trompé de modèle et ne peut-on pas tester le modèle directement ? Et Planck réussit cette gageure en essayant et en testant en partie le modèle de l'inflation, ce modèle qui permet d'amener les petites fluctuations quantiques du champ d'énergie qui décrivait le tout début de l'univers, donc qui amène des fluctuations quantiques
à des échelles commensurables, à des échelles macroscopiques. Ces échelles macroscopiques que l'on voit dans le rayonnement fossile et qui, tout au long de l'histoire de l'univers, tout au long des 13,8 milliards d'années, vont se transformer en la structuration actuelle des galaxies, des amas de galaxies aux grandes échelles. Donc c'est essayer de contraindre ces âges vraiment reculés ou ces âges vraiment très proches du début. Enfin, bon, j'aime pas parler, donc oubliez ce que j'ai dit. À travers quelques quantités, quelques traceurs. Donc on essaye de savoir quelles sont les pistes qu'il faut suivre. Une des pistes, c'est de regarder quelle est la hiérarchie de la variation de granularité. Elle est déterminée par ce qu'on appelle l'indice spectral. En fait, c'est l'indice qui caractérise le spectre de puissance. Et on voit, notamment avec les données récentes, les données 29 mois, dont vous allez entendre parler la semaine prochaine, comparées à celles qui avaient été publiées il y a 2 ans, une nette préférence pour une valeur qui est proche de 1 mais qui n'est pas exactement égale à 1 et qui correspond à la valeur favorite des modèles d'inflation, notamment des modèles d'inflation simples. On essaye de regarder d'autres pistes pour contraindre le modèle d'inflation, notamment en regardant le caractère statistique, la distribution statistique des petites variations de température. Et des études très compliquées ont été faites et montrent, notamment ici en fait d'ailleurs, qui montrent que cette distribution statistique est gaussienne, comme prédit par l'inflation simple. Alors bien entendu, dans le processus de la recherche, ce n'est pas parce qu'on a trouvé quelque chose qui est assez satisfaisant qu'on s'arrête là. Au contraire, il y a tout un champ de recherche qui est ouvert par ces questions-là pour essayer de voir comment aller au-delà du modèle simple. Peut-on réfuter l'inflation telle qu'elle est déterminée, telle qu'elle est proposée? Même si les résultats de Planck aujourd'hui semblent vraiment favoriser ce scénario. La dernière façon de contraindre l'inflation, c'est d'aller regarder, d'aller mesurer et d'aller utiliser une autre information qu'il y a dans le rayonnement fossile. Le rayonnement fossile, c'est un rayonnement qu'on peut voir en intensité, mais on peut le voir aussi à travers ces autres paramètres de Stokes et combiner les paramètres de Stokes c'est-à-dire à travers sa polarisation. Pourquoi? Parce que finalement, c'est super, avec une seule observable, on a 2 types d'informations, et ces 2 types d'informations ne sont pas simplement redondantes, elles sont surtout complémentaires. Une partie des informations de polarisation nous dit la même chose que ce qu'on voit en intensité, ça veut dire qu'en fait on double la quantité de données finalement, ou la quantité d'informations pour avoir les contraintes, et une autre partie est tellement originale qu'on n'arrive pas à la trouver ailleurs que dans la polarisation. En particulier, et j'imagine que vous en avez peut-être entendu parler, la polarisation en mode B est reliée ou permet de tester d'une certaine manière l'inflation. Alors qu'est-ce que j'entends par ce terme barbare? C'est que au Big Bang ou à l'inflation, la densité d'énergie, la densité de matière, se traduit par un champ d'ondes gravitationnelles, un ensemble d'ondes gravitationnelles qui va imprimer sur la structure de l'espace-temps des petites déformations. Des déformations dont le motif est très spécifique. Leur motif est non invariant par rotation. Je ne sais pas si c'est une double négation, mais... Contrairement aux motifs de polarisation standards, normaux, qui sont liés au fait que quand un photon diffuse des électrons, il y a polarisation, et cette polarisation est invariante par rotation, c'est-à-dire qu'en fait elle a un pattern, un motif radial,
radial au sens où ça pointe vers un centre, ou radial au sens où c'est tangent à un centre, mais invariant par rotation, à l'inverse des ondes gravitationnelles. Et donc en observant le rayonnement fossile dans sa polarisation, on essaye de voir si oui ou non il y a une trace de ces motifs liés aux ondes gravitationnelles, parce qu'elles sont les traceurs directs, elles n'interagissent avec rien, et elles sont les traceurs directs de l'époque la plus reculée de l'univers. Il y a eu donc, il y a un an, une annonce de la détection, une annonce en fanfare, de la détection des modes B primordiaux, ces modes B liés à l'inflation, par un télescope BICEP, avec une image justement de ces motifs où on voit des motifs en fait un peu hélicoïdaux, normalement caractéristiques de la polarisation en mode B. Mais la détection de ces modes reste et a toujours été un débat très vif, notamment parce que c'est vraiment le Graal de la cosmologie, essayer d'aller le plus loin possible, le plus proche possible du début, et surtout réfuter ou confirmer l'inflation. Et donc de nombreuses expériences sont sur le terrain, avec des télescopes au sol notamment, et les mesures de BICEP 2 indiquées ici, comparées à d'autres mesures, ont été pas mal discutées. Elles ont été notamment discutées parce que la mesure de la polarisation du rayonnement fossile, c'est très très bien, mais comme pour l'intensité, il y a les pollutions astrophysiques. La polarisation, c'est aussi généré par d'autres processus physiques, notamment s'il y a un champ magnétique dans notre galaxie qui a un motif ou qui génère un motif hélicoïdal. Les grains de notre galaxie qui s'alignent le long de ce champ magnétique vont avoir tendance à reproduire à un certain niveau cette polarisation de mode B. Et donc, dès la sortie des résultats de BICEP 2, les équipes ont commencé à se dire oui, attention, s'il y a de la poussière galactique, alors votre résultat ne tient pas. Dans le cadre de la collaboration Planck, et notamment dans le cadre de l'étude de la polarisation galactique, ce même type avertissement, je ne sais pas, peut-être pas le bon mot, a été fait, en particulier en calculant avec les données Planck de la polarisation galactique que nous avons, quel était le degré de contamination du ciel par la polarisation galactique. Et on voit ici, dans la zone correspondant, donc ce petit bout du ciel là, correspondant à ce qui a été observé par BICEP, que la polarisation galactique n'est pas négligeable du tout. Ce sont les parties bleues qui sont en fait les plus propres, les plus proches d'une polarisation, enfin en tout cas qui sont le moins affectées, le moins polluées par la polarisation galactique. Et donc avec des modèles montrant que le niveau attendu avec de la poussière pouvait suffire à expliquer la mesure de BICEP. Ça a été et ça continue d'être un débat vif, un débat dans la communauté scientifique, avec pas mal de compétitions, beaucoup d'arguments contre arguments, aux États-Unis, en Europe, partout, qui finalement a abouti à la mise en commun, l'organisation d'une collaboration formelle entre BICEP 2, l'équipe BICEP 2 et l'équipe Planck, pour essayer de tirer au clair cette mesure. Est-ce vraiment une mesure cosmologique ou est-ce essentiellement de la contamination galactique qui a été surinterprétée comme la trace de l'inflation et donc la confirmation de cette théorie. Vous en saurez plus très très rapidement, très très bientôt. Stay tuned, comme ils disent. Ces études sur la polarisation galactique sont intéressantes d'un point de vue d'un cosmologiste parce qu'elles permettent de dire attention, ne vous emballez pas trop vite,
il faut tenir compte de ce qui se passe dans la vraie vie. Mais ces études sont aussi importantes en tant que telles parce que les observations de Planck permettent vraiment de révéler, grâce à la polarisation, une vision complètement nouvelle de notre galaxie. C'est illustré ici par ces 4 zones du ciel qui ont été prises, une du côté du nuage de Magellan qu'on voit ici en polarisation, une ici du côté du plan galactique, et donc on reconnaît bien le plan galactique, donc la galaxie est ici, hein, et 2 autres correspondant à des régions du ciel relativement propres, et qui montrent de manière fantastique comment la polarisation permet, donc la polarisation galactique, je répète, hein, c'est l'alignement des grains de notre galaxie le long de champs magnétiques. Et donc en observant ça, en fait, ce qu'on voit, c'est comment le champ magnétique dans la galaxie est distribué. Et ça, c'est vraiment super, pour ceux qui s'intéressent au champ magnétique galactique. C'est super parce que le champ magnétique est un ingrédient qui va intervenir dans la structuration de la matière, qui va intervenir dans les zones de formation des étoiles et qui va en fait sous-tendre comment notre galaxie va se structurer. Planck permet donc de regarder d'avoir beaucoup d'informations sur l'évolution de notre galaxie, sur l'évolution des astres, vraiment de l'astronomie. Et Planck permet d'aller encore plus loin. Ça permet d'aller regarder qu'est-ce qui va advenir de ces perturbations de matière dont je parlais, qui laissent leurs traces sur le CMB, mais qui finalement correspondent à de la matière qui va s'effondrer, former des galaxies, former des étoiles et finir par l'univers tel qu'on l'observe avec nos télescopes. Pourquoi ça permet ça? Parce que d'une part, Planck va permettre de mesurer la lumière de ces galaxies et ça va permettre en même temps de mesurer donc la lumière émise par ces structures et aussi les perturbations des photons primordiaux quand ils traversent cette matière. Une de ces perturbations, c'est l'anti-age gravitationnel, le fait que la lumière va être défléchie. Son trajet va être changé lors du passage à côté de zones denses, de zones massives. Donc vous voyez ce champ avant l'anti-âge et après l'anti-âge. Oh, pardon. Et vous voyez ces légères déformations, ce léger lissage, ce sont ces très très légères déformations qu'on peut mesurer avec Planck, qu'on peut mesurer sur la sphère céleste et qu'on peut traduire ces déformations de forme, enfin ce lissage, on le traduit en la distribution de la matière noire dans l'univers. Alors bon, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'est vraiment super. On voit ici, ce que vous voyez ici, c'est le contenu complet de la matière dans l'univers et comment c'est distribué aux grandes échelles. Enfin, je trouve ça super. On peut aller plus loin parce que cette matière, c'est de la matière noire. De la matière noire, en fait, on ne la voit pas directement, on ne la voit que par ses effets. C'est pour ça qu'on ne la voit que par ses effets de l'anti-âge. Par contre, dans l'univers, il y a aussi de la matière visible sous forme de gaz chaud qu'on peut détecter à travers l'effet Compton inverse, le fait qu'un photon va percuter un électron et que si l'énergie du photon est plus faible que l'énergie de l'électron, alors l'électron va transférer un peu de son énergie au photon et va le réchauffer. Et en utilisant cette information, on peut, là encore, déterminer la distribution entière du gaz chaud dans l'univers. Et tous ces petits points-là, ce sont les endroits où le gaz est beaucoup plus chaud que la moyenne. Tous ces petits points-là, ce sont des amas de galaxies. Parce que les amas de galaxies sont riches en gaz chaud. Et c'est une des découvertes de Planck. Avec cet effet-là, retrouver une distribution des amas de galaxies. Donc il y a la matière noire, il y a le gaz chaud, et il y a les étoiles. Parce qu'après tout, ce qu'on voit vraiment dans le ciel avec nos yeux, ce sont des étoiles. Et ces étoiles
forment les galaxies. Et ces étoiles-là, on peut les voir de manière indirecte par le rayonnement infrarouge. Comme je le disais tout à l'heure, ces étoiles émettent de la lumière est absorbée par les poussières, elle est réémise dans l'infrarouge. Et en analysant l'émission infrarouge, on peut retracer une distribution de la formation des étoiles dans l'univers et montrer que les étoiles se forment préférentiellement dans des puits de potentiel tracés par la matière noire. On peut détecter, comme pour les amas de galaxies, ces galaxies, ces zones de formation d'étoiles, et en faire des catalogues pour beaucoup de sciences. Voilà, j'arrive à la fin. Planck, c'est donc 20 ans d'efforts. C'est 17 pays, environ 600 personnes, pratiquement 300 chercheurs. C'est pas très cher au final. C'est 7 centimes par Européen par an durant 20 ans. Donc chaque Européen a participé à peu près 1 euro au total pour Planck. C'est le travail de beaucoup de gens et c'est surtout le travail de tout cet ensemble de la communauté Planck, de la collaboration, que j'ai présenté aujourd'hui et à qui je rends crédit. Et merci. S'il y a des questions, c'est le moment. N'hésitez pas. Alors, j'amène le micro parce que pour que ce soit enregistré derrière. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je voudrais revenir sur la phase de découplage. Je voudrais savoir s'il est possible de capter les rayons émis par cette phase à tout instant et à toute position de l'espace. Voilà. Oui, c'est possible de détecter ça dans toutes les directions. C'est ce qui fait en fait la particularité. C'est une émission qui est isotrope. Parce qu'en fait, ce n'est pas une émission qui vient d'un endroit. C'est assez compliqué parce qu'on a tendance à se dire qu'il y a une source lumineuse. Une source, enfin voilà, habituellement c'est une chandelle, un téléphone portable, une lumière, et puis ça émet dans certaines directions, et donc si on n'est pas complètement devant, ça ne va pas. Le processus dont je parle, c'est un processus en fait qui est à l'intérieur de l'univers. Donc il faut vraiment imaginer comme si on était à l'intérieur d'une sphère et que ces rayons viennent de partout autour de nous. Vous êtes dans un cinéma IMAX et puis vous recevez ces photons, en fait. Voilà. D'autres questions, n'hésitez pas. Oui, n'hésitez pas. Hein. Mais je pense que je vous ai peut-être perdu un peu. Il y en a une en haut, et puis... Je ne voyais pas. Bonsoir. Donc vous dites avec les images, vous arrivez avec les fluctuations à expliquer et à détecter la présence de matière noire, mais enfin moi de ce que je savais, il me semblait que c'était hypothétique comme forme de matière noire. Je comprends pas. Alors j'ai dit indirect. On détecte de manière indirecte parce que justement la matière noire, alors c'est hypothétique. On a besoin d'un ingrédient qui gravitationnellement explique en particulier l'effet de lentilles dans des amas de galaxies ou dans des structures, le fait que quand on regarde, dommage j'ai pas d'illustration, mais peut-être que vous avez déjà vu des images d'arcs gravitationnels correspondant en fait à la déflexion, à la déformation de la lumière dans des amas de galaxies en particulier. Et quand on regarde dans ces objets-là, donc on connaît très bien ces amas de galaxies, quand on compte la quantité de matière qu'ils contiennent, en comptant leurs galaxies, en comptant leur gaz chaud diffus qu'on voit dans les rayons X, en comptant dans toutes les longueurs d'onde pour vraiment détecter tout type d'émission associée à de la matière normale,
on se rend compte qu'il manque environ 80% de masse pour expliquer le fait qu'il y a des arcs gravitationnels. Il manque 80% de masse pour expliquer que le gaz émet en X et donc qu'il est réchauffé assez, qu'il a une température assez élevée pour émettre en X. Et pour avoir cette température, il faut de la masse qu'on ne voit pas. On a besoin de matière noire, on a besoin d'une composante gravitationnelle pour expliquer le mouvement des galaxies. Quand on regarde les galaxies dans les amas ou ailleurs et qu'on mesure, on en fait la spectroscopie, on mesure leur spectre, on peut mesurer leur vitesse, et les vitesses de ces galaxies dans les amas ne peuvent pas être expliquées par simplement la présence de matière vue à travers les étoiles ou à travers la matière ordinaire. Donc, bon, on peut dire que c'est hypothétique, mais en tout cas, il y a besoin de quelque chose. C'est pour ça qu'on l'appelle noir d'ailleurs, parce qu'on ne sait pas ce que c'est en pratique, quoi. On ne sait pas quelles particules, on ne sait pas ce que c'est. Mais gravitationnellement et dynamiquement, pour expliquer les mouvements, on en a besoin. Ce qu'on peut faire avec le rayonnement fossile, ce n'est pas détecter la particule qui explique la matière noire, mais c'est voir son effet aux échelles encore plus grandes que les amas de galaxies à travers le lentillage gravitationnel. Et donc, quand je dis ce que vous voyez, c'est la distribution de la matière noire, c'est parce qu'en fait, la matière noire fait finalement l'essentiel de la matière dans l'univers. Aux grandes échelles, les baryons, la matière ordinaire, c'est peanuts. Bonsoir. D'un point de vue de la matière noire, si on arrive maintenant à faire des cartes assez précises de ce qu'elle pourrait représenter, on aperçoit comme des filaments qui se créent dans l'univers, qui sont reliés les uns avec les autres, point par point. Et ce que je trouve magnifique, c'est que en soi, quand on regarde à quelle échelle tout ça a été créé, donc une échelle tellement immense qu'on peut même pas la mesurer, et qu'on observe en fait notre cerveau qui est en fait formé de la même façon entre les neurones. Comment est-ce qu'on peut tenter d'expliquer ça, et est-ce que Planck peut nous apporter des informations là-dessus, que cet immensément grand soit en fait aussi bien fait qu'un cerveau humain? Waouh. Alors, moi ce que je trouve super, c'est surtout que finalement en 60 ans, 70 ans, c'est-à-dire en l'espace-temps d'une vie, on soit passé de concepts où on ne savait même pas ce qu'était une galaxie, voire qu'il y avait des galaxies à côté. C'était en 1912, quelque chose comme ça. À 70 ans plus tard, on mesure un rayonnement fossile. Un siècle. Un siècle, voilà, mais quasiment moins d'un siècle. Aujourd'hui, on en est à la 4e décimale sur la compréhension de la constitution de l'univers. Il y a 20 ans, on avait déjà à peu près tous les outils, quoi. Et ça, c'est super. Est-ce que c'est grâce à Planck que... Je sais pas, mais... Vas-y, je t'en prie. Non, je sais pas. Mais en tout cas, c'est super chouette. Une autre question. Bonjour, merci pour cette belle conférence. Je voudrais revenir sur le spectre d'énergie, là, parce que vous avez donc environ 80 points, ou 100 points, je ne sais pas. Le spectre de puissance ? Le spectre de puissance, pardon, oui. Non, il est... Bon, continuez. J'ai 80 points. Si je fais passer un polynôme de 79 points, On a essayé. du 79e degré au 81, je ne sais plus, je le fais passer exactement, et je mets aucune physique dedans. Ça veut dire qu'il y a peut-être des paramètres ad hoc là-dedans, non ?
Non, en fait, il n'y a pas 80 points. La présentation qui en est faite, c'est une présentation qu'on appelle binée, c'est-à-dire qu'en fait, on choisit de montrer des points à des échelles données. Le spectre de puissance, il permet de mesurer la totalité de l'information, du spectre, depuis les plus petits modes jusqu'au mode L de l'ordre de 2500. Je ne sais pas combien ça. Donc il y a beaucoup plus que 80 points. Il y a beaucoup plus que 80 points. Il y a 2500 points qui correspondent aux 2500 modes du spectre de puissance. Ces points, il y a 2500 points qui sont ceux de Planck, et il y a, c'est pareil, j'ai des slides, mais c'est pas la peine, et il y a toutes les observations qui ont été faites par des satellites au sol avec des très très grands télescopes. Donc le télescope de Planck est un télescope de 1,2 mètres, si je ne me trompe pas, 1,2 ou 1,5, c'est 1,2, c'est ça, 1,2. Donc un télescope de 1,2 mètres, c'est un télescope qui est myope. C'est pour ça qu'on ne voit que 1/6 de la taille de la Lune, on ne voit que 5 arcs-minutes sur le ciel. Quand vous avez un immense télescope, et là vous voyez mieux, vous êtes moins myope et vous voyez de manière très résolue. Mais par contre, envoyer un télescope de 10 mètres dans l'espace, c'est coûteux. Parce que c'est techniquement pas faisable et c'est économiquement absolument pas faisable. Donc il y a toute une série d'expériences au sol qui observent le rayonnement fossile avec des télescopes de l'ordre de 10 mètres sur des zones dédiées, par exemple comme BICEP, sur une zone complètement dédiée du ciel, et qui peuvent aller jusqu'à des multipôles de l'ordre de 3500, 4000, 5000. Et la continuité et la superposition des informations ou des spectres dans les zones communes est parfaite depuis 1 jusqu'à environ 4000. D'accord. Et les gens se sont amusés, hein. Nous sommes amusés à dire ouais bon c'est gentil mais on fait passer des multipôles et puis on fait passer un polynôme, on fait passer et puis voilà. Si c'est des hypothèses ad hoc, ça n'a pas forcément de sens physique. Ça marche pas. Il y a combien de paramètres physiques nécessaires à la description de 2500 points? C'est en ce sens où je vous disais, quand je vous ai dit voilà les points, la barre d'erreur, et voilà un modèle qui est le modèle, c'était le modèle, on appelle ça de concordance en fait, le modèle que les gens connaissaient parce que les uns avaient mesuré tel truc, les autres, les uns avaient mesuré tel paramètre, d'autres tel autre, on met tout ensemble et on fait un modèle. Quand on a mis les points et on a posé le modèle, on n'a pas ajusté, on a posé, tout collé à la perfection jusqu'aux multipôles les plus bas. Donc je reviens, il y a environ 6 millions de pixels dans une des cartes. Alors c'est de la réduction, c'est de la compression d'informations, hein. On peut utiliser la carte en tant que telle, c'est ce qu'on fait quand on regarde la distribution statistique, gaussienne, pas gaussienne, mais c'est pas gérable d'un point de vue, du traitement en fait, de regarder pixel à pixel, et en plus ce sont des quantités statistiques, donc globalement on sait ce qui se passe, mais à un endroit donné, on ne peut pas dire ok ici c'est significatif et à côté ça ne l'est pas parce que c'est un champ statistique quoi. Donc on comprime l'information en le spectre de puissance, et quand on ajuste les modèles, on comprime encore plus. La compression la plus grande, c'est-à-dire celle donnant le moins de paramètres, est 6 paramètres. Mais cette compression, elle a ses limites. L'ensemble des paramètres, par contre, c'est plus grand. Et ces 6 paramètres auraient été mesurés par d'autres méthodes qui permettraient de dire que c'est cohérent? Par des méthodes complètement différentes. D'accord. En mesurant l'éloignement des galaxies, en mesurant la distribution des galaxies, en mesurant les pics acoustiques, non pas dans la lumière, mais dans les galaxies, parce que ces pics acoustiques correspondent, comme je le disais, à des compressions correspondant à des perturbations. Donc on le voit à travers la lumière, mais ces perturbations, on les voit aussi à travers la matière, puisque je disais, c'était compétition entre matière et photons. Donc on le voit à travers les photons, et c'est le fond diffus cosmologique,
on le voit à travers les galaxies, on voit les mêmes pics acoustiques et on voit exactement la même chose avec exactement les mêmes paramètres cosmologiques. D'accord. À peu près. Merci. Merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a encore des questions? Non, je n'en vois pas, mais peut-être que non, personne ne se manifeste. Mais merci encore, Nabila. C'était... C'est un très bel exposé que j'espère va inspirer toute notre audience ce soir. Et puis je vous inviter maintenant à quitter, à moins que tu vas dire 2 mots. Donc, je vais dire un petit mot après sur le... Oui, juste pour vous dire que l'interrogation écrite, c'est dans 4 semaines, mais d'ici ce moment-là, sur le site de l'IAP, il y aura la conférence enregistrée pour réviser juste avant. On fera d'abord passer les profs. Et deuxièmement, j'espère que l'année prochaine, je ne vous verrai pas parce que vous serez tous, pour ceux qui sont en spécial, vous ne serez tous reçus au concours. Mais l'année prochaine, on essaiera encore d'organiser une conférence de maths et une conférence de physique. Voilà.